Pour que l'athlète soit fort, il faut que l'homme soit fort et mature. C'est beaucoup plus difficile pour les jeunes d'aujourd'hui. Il y a une pression des réseaux sociaux, des médias, qui n'existait pas il y a 20 ans. Et donc il me dit mon rêve, ça sera d'aller à Arsenal. Et je lui dis mais ok, très bien, mais à Arsenal il y a Van Persie. Et donc il est là, tu vas être sur le banc et tu vas l'applaudir. Réfléchis bien, il réfléchit 3 semaines, 1 mois, et il me dit Mika, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit. Je veux aller à Arsenal. Et un jour, Arsenal m'appelle, je suis dans le salon et Arsène me dit mais est-ce que tu penses que Olivier est vraiment motivé? Pourquoi il pourrait venir chez nous? Et je raconte cette histoire, ils m'ont laissé, ils sont revenus, ils me disent c'est bon. Merci de prendre ce temps, Mika, qu'on puisse discuter ensemble et parler un peu de ta carrière et surtout de ton métier d'agent. Tu fais ça depuis quand, toi? J'ai commencé en 1997. Ok. On a eu l'idée avec mon meilleur ami Pascal. Enfin, il a eu l'idée et on ne savait pas trop ce que c'était. On savait que ça existait sans vraiment maîtriser ce qu'était un agent. Ouais. Et donc on a été rencontrer plusieurs joueurs avec qui on avait joué jeunes à l'AS Monaco, qui étaient en pro à cette époque-là, pour leur savoir ce qu'ils attendaient d'un agent. On a mis 6 mois, 8 mois à créer un projet, à l'écrire et à partir. Voilà, sans connaître personne, sans avoir de connaissances particulières de dirigeants du métier. Mais en tout cas, notre projet était vraiment très bien écrit. Et c'est toujours la base aujourd'hui de notre travail. Et assez rapidement, vous avez eu les premiers joueurs et après, ça s'est enchaîné? Rapidement, non. C'est jamais rapide. C'est jamais rapide. C'est comme dans toute construction de société. On a réussi à... On avait 2-3 contacts qui nous ont dit tiens, il y a peut-être ce jeune talent-là, il y a peut-être ce jeune talent-là. Parce qu'on avait fait un projet pour aller sur les jeunes talents. On savait qu'on ne pouvait pas aller voir de joueurs expérimentés, ni de dirigeants expérimentés, parce qu'à l'époque, un directeur sportif, il restait 10 ans, 15 ans dans le même club. Donc quand il voyait arriver la tête d'un gars de 27 ans, qui n'est pas ancien pro, pas ancien journaliste, qu'est-ce que tu fais là? Et donc non, on a mis du temps. On a mis du temps, mais on a réussi à récupérer 4-5 joueurs, un peu différents niveaux. Il y avait, personne ne se rappellera, mais Cyril Vattier, qui jouait en réserve de Lorient, en l'équivalent de la DH, R1 aujourd'hui, qui mettait 20-25 buts par saison, mais il n'avait jamais eu sa chance en équipe première de Lorient. Donc on l'a amené d'abord sur un club de CFA, il a mis 30 buts dans la saison, après on l'a amené à Caen, et après on a réussi rapidement à convaincre 1 ou 2 jeunes de talent important sur les sélections, et donc là de commencer vraiment le travail de création de carrière avec des jeunes de 16 ans, 17 ans. Ok, top. Voilà, donc il y avait Anthony Réveillère, il y a eu Jérémy Toulalan, Sinama Pongol, Jérôme Yomé. Voilà, ça a été les premiers jeunes qui nous ont permis en fait, quand on rencontrait les parents, on disait qu'on maîtrisait, on avait une idée, on avait plein d'idées, mais ça a permis vraiment de voir que nos idées collaient, que notre idée du sportif, du développement, notre compréhension du football était bonne, et on a pu avancer, mais il a fallu 2 ans pour avoir une première commission. Ok, d'accord. Voilà, pendant 2 ans, on a travaillé, 2 ans, j'ai d'abord travaillé, parce qu'avec Pascal, on a eu l'idée, mais lui continue à travailler à côté. Donc il glanait 2-3 informations du côté de Lorient. D'ailleurs, ça fait longtemps que je n'ai pas vu Philippe Brinquin, mais je lui passe un clin d'œil, parce que c'est lui qui un jour nous dit les gars, vous êtes trop jeunes, je ne peux pas travailler avec vous. Par contre, il y a un petit jeune qui vient s'entraîner là depuis quelques semaines. Il est très bon. Je vais vous le présenter. Et il est très bon, et c'était Anthony Réveillère. Et voilà, donc c'est un vrai début au départ. Donc voilà, il y a quelques petites connexions comme ça qu'on a réussi à faire matcher. Et après, tu te découvres si tu es vraiment bon ou pas bon. Voilà. Et justement, par rapport à ça, avec l'évolution de ton métier,
tu as un dénominateur commun qui revient avec beaucoup de tes joueurs, c'est tout le travail de développement autour de l'athlète, notamment son développement perso. Ça, c'est un truc que tu as développé jeune pour aller vers cette dimension mentale autour de l'athlète que tu as beaucoup optimisé avec tes joueurs? Depuis le départ, on est parti du principe que on doit développer un athlète et un homme. Ok. Et c'est le deal aussi avec les parents. On vient parce qu'on doit développer les deux. Et au départ, le jeune athlète, il a besoin des parents. Il a besoin de nous pour prendre une décision puisqu'il ne connaît pas. Après, dans une autre étape, les parents deviennent plus conseils que décideurs. Puis il y a une femme qui va venir dans la vie, va construire sa vie. Donc c'est vraiment expliqué qu'on va les accompagner jusque-là, jusqu'à la fin de carrière. Ouais. Je citais Jérôme Yomé, mais je l'ai encore appelé hier pour qu'il aille faire une session d'entraînement sur des gamins. Et garder vraiment, aider ce développement, parce que pour que l'athlète soit fort, il faut que l'homme soit fort et mature. Ouais. Et c'est en fonction de cet équilibre-là qu'on sait quel niveau ils peuvent avoir, à quel moment ils vont pouvoir partir d'un club ou pas, à quel moment ils vont pouvoir partir à l'étranger. Ouais. Dans le développement, c'est très très important pour nous. Ouais. Et comment ça tu l'as optimisé, parce que c'est vraiment un dénominateur commun avec tous tes joueurs? C'est quelque chose que tu avais déjà en toi ou tu allais te former pour ça? Comment tu l'as développé? Non, je me suis pas formé. C'est quelque chose qui devait m'appartenir. Et juste avant ça, j'ai vécu avec une danseuse qui appartenait au Ballet National de Nancy. Ouais. Donc j'ai vécu 3 ans à Nancy, à côtoyer les danseurs de très haut niveau, parce qu'il y avait des danseurs étoiles. C'était vraiment le très très haut niveau de la danse, parce que le directeur du Ballet de Nancy montait des ballets pour l'opéra. Et donc, aller voir au quotidien, naturellement, il y a des choses qui sont en toi et il y a des choses que tu découvres, et naturellement, comment les aider. Parce que je parlais avec Caroline, mais je parle aussi avec d'autres danseurs et danseuses. Ouais. Voilà, c'est au travers de discussions, de souffrances, parce que le danseur, c'est 8 à 10 heures par jour, avec des souffrances physiques qui n'ont rien à voir avec le footballeur. Et quand ils font un spectacle, ça doit être la perfection. C'est pas le bras là ou là, c'est là. Et c'est 40 personnes en même temps qui doivent avoir sur un corps de ballet la même chose. Donc ça a été très formateur. Puis après, c'est ta personnalité qui fait que, avec ce que tu as vécu, qui tu es, mais j'ai pas fait de préparation spécifique. Ok. Et tu vois, on dit souvent que dans le haut niveau, quand on parle de préparation mentale de façon large, il y a un cercle tout autour de l'athlète qui se développe. Son premier préparateur mental, c'est l'athlète lui-même, bien sûr. Et ensuite, il y a l'agent, il y a le prépa physique, potentiellement un préparateur mental qui peut venir en plus. Toi, tu as toujours cherché à trouver un équilibre entre pro-perso auprès de l'athlète et l'inviter à se développer d'abord comme homme avant que joueur ou... C'est les deux en même temps. Ouais. En fait, dans la relation que l'on construit avec le joueur, c'est des discussions permanentes les plus poussées sur tous les sujets de la vie et du foot. Okay. Et avoir une honnêteté pour leur expliquer et les faire réfléchir sur ce qu'ils vont affronter, ce qu'ils affrontent aujourd'hui, ce qu'ils vont affronter demain, anticiper à l'avance, les faire réfléchir, leur donner des clés et leur montrer qu'à un moment donné, voilà, on voit ce qui va se passer demain, après-demain, après. Et donc un ciment de confiance se gagne, mais c'est pas diriger une personne. C'est vraiment prendre sa nature humaine, laisser la nature humaine se développer. C'est pour ça que sur chacun, c'est du sur-mesure. Parce qu'on doit... Il y a un temps. Et il y a un temps avec un joueur, avec tous, ça ne se passe pas... Le temps de développement, de compréhension, de discussion entre nous est différent à chaque fois. Mais on doit être ouvert pour se dire tout. S'ouvrir au maximum, et ça nous permet d'aider, de comprendre et de le faire évoluer. Donc c'est vraiment un mix des deux, il n'y en a pas un plus que l'autre. C'est le besoin que la personne va avoir à ce moment-là, ou le sujet qui va l'interroger à ce moment-là. Et donc tu es ouvert à la discussion, ton téléphone il est ouvert. Parce qu'il y a une grande différence entre quand tu appelles et quand tu reçois un appel. Voilà. Quand tu appelles, la personne, le joueur en face, elle est toujours à l'écoute. Mais elle est en train de faire quelque chose, elle est ailleurs. Par contre, quand lui t'appelle,
c'est qu'il a vraiment quelque chose à te dire. Et le but après, c'est de développer avec lui, mais aussi avec moi j'appelle ça le premier cercle. Ouais. Donc c'est les parents, après la petite amie, des fois le frère, ça dépend comment il est composé. Vraiment le premier cercle et apprendre à les connaître tous, apprendre à discuter pour qu'il y ait quand même une philosophie de développement, de carrière, de nécessité dans la carrière commune et découvrir un peu les valeurs humaines, les valeurs de chacun pour qu'ensemble on puisse se dire on n'est pas d'accord, on discute, mais toujours dans le bon sens pour aider l'homme et le joueur à chaque fois. Ok. Et est-ce que toi tu remarques une différence majeure entre aujourd'hui les jeunes que tu accompagnes aussi dans l'agence et les jeunes que tu as pu accompagner quand tu as commencé en 97? Est-ce que tu vois une différence mentale sur la gestion de toute cette pression qu'ils ont de plus en plus jeunes, sur la gestion de l'entourage? Est-ce que tu vois une différence sur l'aspect mental, toi? Alors aujourd'hui, c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes d'aujourd'hui. Okay. Il y a une pression des réseaux sociaux, des médias, de l'image de soi au travers des autres que l'on voit en permanence, qui n'existait pas il y a 20 ans. Le téléphone n'avait pas de vidéo. Il y a beaucoup de choses qui étaient privées et donc on était beaucoup moins attaqués. Donc aujourd'hui, immédiatement, en plus de la pression du résultat, de la performance, déjà sur cet aspect-là, il faut qu'il soit plus fort. Parce que les réseaux sociaux, il y a plein de dérives. Moi, j'espère qu'un jour, on enlèvera l'anonymat des réseaux sociaux. Comme ça, ceux qui parlent, on sait qui c'est. On sait qui c'est et on peut retourner les voir. Parce qu'à un moment donné, c'est quand même... Donc ça, c'est déjà un premier facteur qui est plus difficile. Le deuxième facteur, c'est la société. En 20 ans, l'éducation des enfants a été différente. L'enfant est bien plus protégé que ne l'étaient les générations avant. Donc, en fait, sur le degré d'effort, de souffrance, de résilience, pour certains, il y a un peu plus de temps. Avant, un garçon de 18-19 ans, il affrontait les choses. Et le fait d'affronter quelqu'un, d'avoir un moment difficile, était plus naturel. Parce que dans son éducation, il avait dû s'affronter beaucoup. Aujourd'hui, tous, moi le premier, dans l'éducation de mes enfants, on est tous pareils. On est tous pareils, on les accompagne plus, on est plus, c'est très bien, on t'encourage à faire les choses et pas donc t'es nul, c'est pas suffisant, c'est pas bien. Et donc quand ils arrivent après au haut niveau, il y a des éducateurs que c'est pas bon, c'est nul, tu dois progresser. Certains sont choqués par ce discours, pas forcément les notes, mais en général. Mais en fait, c'est le haut niveau. Et dans le haut niveau, à un moment donné, être bon n'est pas suffisant. Il faut toujours être meilleur que l'autre et aller au maximum. Et pour aller au maximum, les leviers ne sont pas toujours les plus cordiaux, les plus amicaux, mais ils peuvent être aussi nécessaires. Donc ça aussi, c'est une autre facette que les jeunes vont affronter. Et il faut leur expliquer. Il faut leur expliquer pourquoi il est là, quel âge a son éducateur, quel est son passé, et qu'à un moment donné, de toute façon, dans sa carrière, il vivra des entraîneurs qui sont très âgés, et qui ont des vieilles méthodes psychologiques et qui ne seront pas là, mais mon petit, t'inquiète pas, tout va bien, tu vas progresser, ça va aller. Non, un entraîneur, au bout de 6 mois, il est viré dans des grands championnats, il y a besoin. Donc déjà, sur ces deux aspects-là, c'est plus difficile. Et après, le foot a beaucoup évolué. Athlétiquement, techniquement, les analyses data, les réponses. Donc voilà, donc en fait, il y a des différences sur ces 3 points, ce qui rend la tâche un peu plus difficile pour eux. Et le 4e point, c'est qu'aujourd'hui, le marché du football a changé et on vient chercher beaucoup les jeunes. De plus en plus jeunes. Et les clubs investissent beaucoup d'argent sur les plus jeunes parce que c'est le trading, si je les achète, on peut les revendre. Mais le jeune à 18, 19, 20 ans, alors oui, Mbappé, il est extraordinaire, il a pu avoir du temps de jeu, même s'il a pu avoir du temps de jeu parce qu'un joueur, Carrasco, est parti à l'Atlético de Madrid et Monaco a fait la place, lui a laissé. Mais pour beaucoup d'autres, il y a de la concurrence. Mais dès qu'on joue, il y a des clubs qui peuvent mettre beaucoup d'argent et ça crée une pression. Et ça crée une pression et après, c'est un choix. Est-ce que je reste dans mon club formateur? Est-ce que je m'en vais? Quand est-ce que je suis prêt? Et donc, tous ces facteurs-là entraînent des difficultés supérieures à avant. Avant, un garçon de 18 ans, il prenait 2-3 ans à se développer, il avait le temps, il pouvait commettre ses erreurs. C'était pas hurlé dans la presse, c'était le jeune qu'on protégeait. Et quand il arrivait à maturité, après 2-3 saisons dans son club formateur, il partait. Dans un autre club en France, Lyon était extraordinaire pour ça pendant des années. C'était le bon palier où il partait à l'étranger, mais voilà. Et là, aujourd'hui, ça crée des difficultés, ce qui crée
pour beaucoup de joueurs, plus d'échecs, plus de tensions, pour les familles, plus d'incompréhension. Et donc notre rôle devient de plus en plus important pour expliquer, préparer à cela. Et en fonction du choix à un moment donné du joueur, savoir comment l'accompagner là-dedans et le préparer. Et justement, toi, tu vois une évolution sur la demande des jeunes joueurs ou des familles sur l'accompagnement mental aujourd'hui de ces jeunes athlètes. Est-ce que toi aussi tu le remarques ça? Moi je le vois de plus en plus, une demande croissante de la part des joueurs, de la part de ces jeunes joueurs de mieux se connaître, mieux se comprendre, se développer mentalement, aller chercher ça par rapport à avant. Tu vois une différence? C'est rentré dans les mœurs. Okay. On ne parlait pas de dimension mentale. Même en 2019, Mauresmo et Noah ont fait une commune dans l'équipe avec une double page pour dire reprocher à la Fédération française de ne pas prendre l'aspect mental dans le recrutement et de regarder que l'aspect technique. Et donc pour nous, depuis le départ, c'est essentiel. Le dépassement de soi, l'effort, la recherche de l'inconfort, comment vivre avec tout ça, parce que si on veut du haut niveau, on est obligé. Comment vivre avec sa souffrance. Et tout ça, c'est des préceptes mentaux. Donc, pour revenir au départ, je n'avais pas de formation, mais des fois, j'ai parlé avec des prépas mentaux qui me présentaient leur sujet avec la terminologie. Et à la fin, je disais, les trois quarts, en fait, je le fais. Il y a un quart que je ne fais pas. Je ne l'appelle pas, je ne le nomme pas comme vous le faites parce que je n'ai pas les termes de ça, mais naturellement, on le fait. C'est déjà intégré. Ouais, c'est vraiment intégré, c'est nécessaire. Et là, aujourd'hui, oui, donc moi, j'ai une certaine capacité là-dedans, il y en a qui ne l'ont pas, et les joueurs vont se retourner vers des prépas. Après, ce qu'il faut faire attention, tous les prépas ont des qualités, c'est pas ça, mais il y en a qui axent vraiment que sur la performance, la réussite sportive. Et c'est là où, par moment, j'ai dit non. C'est la construction de l'homme, et la performance doit rentrer dans ce schéma-là. Voilà, c'est ça qui est très important parce que la performance pure, si on n'axe que sur ça, déjà dans une carrière, on a des moments très durs à affronter. Mais si on n'axe que sur la performance et pas développer l'homme, quand le moment difficile va arriver, il n'y a plus de levier, il n'y a pas de clé, il n'y a pas de matière sur laquelle l'homme peut se reposer, retrouver sa confiance et travailler. Et là, le down peut être beaucoup plus long. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler sur les deux et pas axer que sur le match, la performance du match. C'est un des aspects, mais il y a des aspects beaucoup plus larges. Et toi qui as accompagné de nombreux athlètes, et notamment ceux qui ont été en équipe de France, des athlètes internationaux, tu arrives à repérer rapidement, quand tu les accompagnes au début, que au-delà des aspects physiques, techniques, de l'hygiène de vie, mais sur l'aspect mental, tu arrives à repérer déjà des choses qui sont différentes par rapport aux autres joueurs en te disant « Ah ouais, ce mec-là, il a une gestion de l'inconfort, il a une gestion de la persévérance différente de tous les autres. » Ce qui fait qu'il va aller très haut. Ça, tu arrives à le repérer rapidement? Sur les jeunes joueurs, on sent rapidement… Comment tu le sens ça? C'est dur à expliquer. C'est comme quand des fois on va voir un match de foot et qui c'est qui est bon? Moi j'estime que c'est lui. Ah bon? Je rigole toujours parce qu'un jour avec Pascal, il y avait un latéral gauche il y a très longtemps à Amiens. Moi j'ai été le voir avec 15 minutes, enfin une mi-temps, un match, ils en prennent 8 et je dis il est top. Et Pascal me dit non, il n'est pas bon. Après il a fait une grosse carrière. Mais en fait, et puis sur d'autres exemples, c'est l'inverse. Tu sais pas. Comment il est, tu ressens dans la personne une force. Tu ressens déjà une grande force, une soif de découverte, une ouverture de soi. Naturellement, il a envie d'apprendre. Oui, on sent vraiment cette force-là. Et rapidement après, quand tu les testes, tu vois celui qui a les mots, mais n'a pas les actes qui vont coller. Et tu vois celui qui en fait colle vraiment les actes aux mots. Voilà. Après, chacun a il faut accepter le temps de la personnalité malgré tout. Tu peux ressentir ça, mais tu ne peux pas imposer les mêmes temps de passage à tout le monde. Voilà. Et après, tu les amènes. Mais il y a vraiment une force parce que j'ai coutume de dire que, grosso modo, grâce à leur talent, si tu veux, avec ça d'effort, ils arrivent là. Mais après, pour arriver de là à là, donc pour aller, on va dire, de 7 sur une note de 10 jusqu'à 6-7, tu vas très vite. Et après, pour aller de 7 à 9,
mais c'est 8 sur l'échelle de travail sur 10. C'est pas 2. Et là, il y en a qui ne vont pas y arriver. Ok. Il y en a qui vont se satisfaire de ce niveau, de cet équilibre entre combien je gagne, quelle est ma qualité de vie, quel est mon temps de jeu, dans quel niveau de club je joue. Et ça, c'est quelque chose qui est très important à un moment donné. Jusqu'où tu es prêt à souffrir, mais pas parce qu'on te dit « Ah oui, mais dans le foot, c'est normal, je vais souffrir ». Le langage, tout le monde l'a aujourd'hui, parce que tout le monde l'a entendu, c'est naturel, mais après, dans les faits, qui va vraiment vouloir souffrir? Qui va vouloir faire une discipline, une routine tous les jours de travail? Qui va comprendre que ce n'est pas qu'un entraînement? C'est 2 heures avant, c'est l'entraînement, c'est 2 heures après, c'est chez soi. Et comment on met une discipline dans plein de choses de sa vie qui vont nous donner toutes les chances? Parce qu'en plus, on n'est même pas sûr à 100% d'y arriver. Il peut y avoir une blessure, il peut y avoir un coach que tu n'aimes pas, il peut y avoir qu'en fait ton talent se limite ou pas. Il y a des joueurs, on ne pense pas, et puis ils ont franchi toutes les étapes, parce qu'à chaque niveau, ils ont mis ça. Donc ça, tu sens la force au départ, mais après, il faut vérifier qu'au quotidien, ils arrivent à le faire, mais pas 1 mois, pas 2 mois, pas 3 mois. Tu vas regarder sur des années. En fait. Et oui. Qui est capable sur 10 mois de faire toute une saison, de se relâcher pendant les vacances, d'où les temps de repos très importants, d'où mes crises de colère contre les Coupes du Monde des clubs ou certaines compétitions, parce que les joueurs de plus haut niveau, il faut qu'ils soufflent. Il faut mentalement. À un moment donné, ils ne pourront plus donner. On va les presser pendant 3 ans, 4 ans, puis physiquement, mais même s'ils tiennent physiquement, mentalement, le gars, il gagne ou perdre à la fin, il n'y arrive plus. Ça rentre plus. C'est parce que c'est trop. Voilà, donc et c'est dans cette dimension-là qu'il faut regarder. Et justement, toi qui accompagnes encore Olivier Giroud, qui est sur la fin de sa carrière, à quel moment tu as pris conscience que lui, il pouvait aller vraiment de plus en plus haut, parce qu'à chaque palier, il franchissait. À partir de quel moment? Parce que tu as commencé à bosser avec lui, il était dans Alors quelle là, division? c'est vraiment toute notre équipe. C'est Guillaume Alain qui le recrute quand il est en national à Istres. On l'amène à Tours. Donc à Tours, c'est plus Guillaume Alain, Pascal qui le suivent. Moi, je regarde, j'observe, j'écoute. Et puis, on voit première saison normale, deuxième saison, top. Puis bon, tout le monde connaît l'histoire, il finit à Montpellier, là c'est toujours Guillaume Alain, première saison, deuxième saison top. Et moi c'est à partir de là où on a vraiment commencé, où je suis vraiment rentré dans la zone de travail avec lui. Mais en fait, tu ne sais pas avec Olivier depuis le départ. D'accord. Tu sais pas, parce que c'est pas l'attaquant ultra rapide dont tout le monde parle depuis un moment. Et donc tu observes, tu travailles avec, tu vois. Mais là, tu sens une détermination en lui qui est phénoménale. Ça, tu l'as capté très vite. Nous, vraiment, on commence à discuter sur la fin de saison à Montpellier. Et donc il me dit, mon rêve, ça sera d'aller à Arsenal. Voilà, et je lui dis, mais ok, très bien, mais à Arsenal, il y a Van Persie. Et Van Persie, tant qu'il est là, Arsène joue qu'avec un attaquant. Van Persie ne va pas être décalé à gauche ou à droite. Donc tu vas être sur le banc et tu vas l'applaudir. Tant qu'il ne sera pas parti, tu n'as pas de place. Donc réfléchis bien à ce que dans ton développement, ce n'est pas trop risqué. Parce que de statut, je joue tout le temps, je suis tout le temps remplaçant, c'est dur. Il réfléchit 3 semaines, 1 mois, et il me dit, Mika, j'ai bien compris tout ce que tu m'as dit, je veux aller à Arsenal. Voilà. Et en fait, j'ai compris les clés, mais je veux quand même tester. Et un jour, Arsenal m'appelle. On est intéressé. Je suis invité chez Arsène avec Diclo qui faisait les contrats et Ivan Gazidis. Je suis dans le salon et Arsène me dit, mais est-ce que tu penses que Olivier est vraiment motivé? Pourquoi il pourrait venir chez nous? Et je raconte cette histoire. Je leur dis, c'est la vérité. Hein. Je vais répéter plein de fois. Ils m'ont laissé, juste ça, 3 minutes. Ils m'ont laissé. Ils ont été dans la cuisine, ils sont revenus. Ils me disent, c'est bon, on avance. Parce que cette force mentale voulait dire que le joueur était prêt à tout affronter et il n'avait pas peur de ça. Il était préparé au pire. Il était préparé au pire. Donc il arrive là-bas, il sait où il va, il sait ce qu'il doit affronter, puis finalement l'histoire est belle, Van Persie s'en va. Voilà. Mais donc, et je ne l'ai pas préparé juste pour le préparer. C'était pas que ça, c'est une partie pour savoir que si tu décides à la fin, tu dois tout savoir. Mais c'était pour savoir ce que lui voulait vraiment affronter et quelle force il allait mettre là-dedans. Et dans toute l'évolution de sa carrière, tu vois, il y a toujours la dimension, alors
c'est un peu ensuite utilisé beaucoup par les journalistes, de sa résilience, de sa force mentale, etc. Mais comment est-ce qu'il est capable de mieux gérer l'inconfort et la frustration que les autres finalement? Alors ça sera très bien que j'espère qu'en fin de carrière, il pourra faire des conférences Ouais. en entreprise et chez les joueurs pour apprendre ça. Ouais. Mais il y a vraiment, donc je pense qu'aujourd'hui, son éducation, Ok. son côté religieux et sa personne font qu'en fait, tout ce qui le touche, il arrive à réduire le temps. Ok. C'est juste une réduction de temps. La déception, le moment de colère sur une décision, tout le monde l'a. Quand on fait quelque chose qui nous choque, qui ne nous plaît pas, on l'a. Et après, quel est ton temps de réaction? 1 heure, 1 jour, 1 semaine, 1 an. Beaucoup de joueurs aujourd'hui, de personnes dans la vie aujourd'hui, on ne m'a pas respecté, j'ai ce statut, moi je suis ça et on doit ça. Non, Olivier, il ne pense pas comme ça. Ok. J'ai ce statut, je l'ai gagné, j'ai atteint ça, mais j'ai une nouvelle difficulté. Ok, ça ne correspond pas à ça, mais j'ai des croyances, j'ai des valeurs. Ok, je mets ma colère de côté, et là sa femme l'aide aussi énormément. Ouais. Je mets de côté, et maintenant j'affronte. Voilà. Parce que si je fais que ruminer, en fait, je ne peux pas affronter. Ouais. Et donc j'affronte, mais en affrontant, c'est pas j'affronte l'autre. Je m'affronte moi-même et je trouve en moi-même des forces et des valeurs. Des ressources. Voilà, et j'ai confiance en moi. Parce que sur l'autre, on ne peut pas agir. C'est une chose dont je dis à tous mes joueurs, sur l'entraîneur, on ne peut pas agir, sur la qualité du terrain, je ne peux pas agir, sur la météo, je ne peux pas agir, ou très peu. Maîtrise ce que tu peux maîtriser. Voilà. Par contre, toi, tu peux te maîtriser. Et toi, on peut te rendre beaucoup plus fort face à chacune des situations. Et donc, quand tu es dans un trou noir, tu ne joues pas, et puis tout d'un coup, il y a une éclaircie, là, de l'éclaircie, tu vas en faire la Côte d'Azur avec le soleil. Ouais. Comme ça, c'est... Mais il faut que tu sois prêt. Ouais. Parce que si au moment de l'éclaircie, tu dis ah non, mais là, comme j'ai entendu plein de fois dans ma vie, non, mais le coach, il m'a mis sur le banc, quand je suis rentré, j'avais pas envie de jouer. Ouais, c'est injuste. Ouais, alors pourquoi tu veux t'auto-punir en plus? Ok, c'est peut-être injuste, peut-être que c'est le plus débile des coachs, c'est la plus mauvaise décision. Mais du moment où tu mets le pied sur le terrain, ne t'auto-punis pas une seconde fois pour lui donner raison dans son choix. Ouais. Prends du plaisir. Tout le monde, dans la cour de récréation, rêve de jouer, de devenir un joueur de foot pro. Puis par moments, sur le terrain, tu exprimes une colère, une frustration. Et ça, c'est pas possible. Ouais. Voilà. Donc dans ce que tu dis, c'est super intéressant. Tu dis que lui, la temporalité de gestion de l'inconfort, elle est extrêmement courte. Elle est extrêmement courte. Et tu as vu une différence entre le début et ensuite quand il arrive à Arsenal et après? Cette gestion diminue au fur et à mesure ou elle a toujours été courte? Elle est depuis le début très courte. Naturellement, elle est courte. C'est ce qui lui a permis d'affronter d'entrée. Certains n'ont pas cru en lui. Par moments, certains ont douté de lui dès le début. Ouais. Il a vécu avec tout ça. Après, c'est à notre avantage pour lui parce que des fois, aujourd'hui, on met les jeunes joueurs comme des footballeurs rois. On les rêve, on leur met dans leur tête plein de choses. Et après, ils ont besoin d'affronter une difficulté. Ouais. Et ça, c'est dur de faire le chemin inverse. Lui, dès le départ, on lui a dit on ne sait pas, il manque des choses. Et donc, ça va être compliqué. Et il s'est construit. Et en même temps, il a commencé à être très bon à 22, 23, 24 ans. Avec une femme qui est toujours à ses côtés. Donc l'homme a pu se construire aussi. Ouais. Donc il a pu affronter ces choses-là avec un temps de maturité. Voilà. Et ça aide. Ouais. Voilà. Quand on a 18-20 ans, c'est quand même beaucoup plus dur. Et quand on te dit tous les matins, tu es la star, c'est dur de vivre, de redescendre. Ouais. Et pour nous, il y a beaucoup plus de travail à ce moment-là pour dire ouais, tu es la star du moment. Ok. Il y a 10 ans, qui était la star dans le club? Qui sont les joueurs majeurs dans le club où tu es, je ne te parle pas. Ouais. Et là, tout d'un coup, en général, il y a un vide. Bien sûr. Il y a un vide. J'ai vu, il y a 1 an ou 2, il y avait Sylvain Whithorst qui faisait une séance d'attaquant au Stade Rennais. Okay. Et le caméraman, pendant que Sylvain était loin, il dit « Vous savez qui c'est ?» Ouais. Et en fait, sur les 5-6 qui parlaient, il ne savait pas vraiment qui c'était. Donc ça voulait dire que déjà, quand on l'avait amené, personne n'avait préparé à qui c'était. Ouais. Alors peut-être c'était fait exprès. Hein. Ouais. Mais voilà, ça veut dire que la culture passée de son propre club ou de joueurs internationaux qui ont gagné les championnats d'Europe, elle est voilà. et ça, c'est tout un travail sur le très jeune. Mais chez Olivier, d'entrée, elle était là parce qu'il a dû affronter tout depuis le départ. Voilà. Et comment est-ce que tu fonctionnes quand
Tu as des jeunes profils aujourd'hui qui potentiellement peuvent devenir des très grands joueurs ou des internationaux, à les inviter, ou comment tu fais pour travailler justement cette réduction de temps de gestion de l'inconfort? Si tu l'as vraiment vécu avec Olivier, C'est des discussions. Ouais, ok. On passe des heures à discuter et on va se servir dans les débats des expériences des autres joueurs, présents, passés. Et c'est des discussions où on donne des clés. Il n'y a pas une méthode pure. C'est pas mardi 15 h, on va faire ce débat-là. Jeudi 12 h, on va faire cet autre débat-là. On s'appelle régulièrement dans la semaine et on se sert de tous les sujets. Des fois, c'est une analyse de match, des fois, c'est un problème familial, des fois, c'est une question de société. J'aime bien aussi, quand il y a des débats avec la famille, les choses, parler de faits de société, de genre. Et à l'intérieur de ça, remettre des exemples qui vont aider. Toujours au fond de moi dans la discussion, c'est toujours ramener quelque part la réflexion, quel que soit le sujet abordé, la ramener, la relier à un lien qui va pouvoir être utile pour lui. Voilà, la discussion, elle peut être la plus naturelle, on peut parler de tous les sujets, mais au fond de ma tête, à un moment donné, c'est un lien pour trouver des exemples de chaque chose qui vont t'aider sur tous les sujets et par moments sur celui-là, quoi. Okay. Voilà. Et là, récemment, sur la réduction du temps, ce qui est très intéressant, c'est qu'on a Januel Bélocian et Jérémy Jacquet. Les deux, 2005, défenseurs centraux, Stade Rennais. En début de saison, il y en a un qui signe à Leverkusen, l'autre qui fait l'Euro et qui signe en prêt à Clermont. Et là, tout le monde pourrait dire waouh, qu'est-ce qui se passe, quoi? Ils ont le même potentiel, les mêmes origines, la même bonne éducation, tout ça. En fin de saison, ils se sont retrouvés au niveau compétition, au niveau salarial, avec les choix. Et donc, là, tu te sers de ça quand tu discutes avec tous les parents, dire pourquoi. Pourquoi Jérémy a été blessé pendant sa formation, pourquoi il a perdu du temps, pourquoi sur sa notion de travail et de compréhension de responsabilité, Janu était plus en avance parce que dans sa famille, il a son frère qui fait du 110 mètres haies et qui voit depuis longtemps des séances d'entraînement et il a organisé toutes les routines, toute la nécessité de l'accompagnement. C'était en lui, en fait, dès qu'il était arrivé. Et en fait, pourquoi Janu a eu la chance de ne pas être blessé? Finalement, il se blesse pendant la saison. Et donc là, Jérémy, lui, ne se blesse plus parce qu'on a mis des protocoles de soins. Il augmente et ils arrivent au même niveau. C'est marrant. Et en fait, en 3-4 ans de temps, ils sont passés tous les deux par des phases différentes, même centre, mais des phases différentes. Et ils arrivent à se retrouver. Au même endroit. Au même endroit. Dans deux clubs différents, mais c'est très similaire. Et en fait, c'est très important d'expliquer, de se servir des cas pour dire ne vous inquiétez pas. La blessure, je perds du temps, je ne peux plus. La blessure, elle est inévitable. Voilà, tu as du talent, tu crois en toi, tu vas laisser ton corps se reposer et on va repartir. Voilà, les grands joueurs, Zidane, Lizarazu, ils sont partis à 23, 24, 25 ans, je crois même c'est 25 ans de la France en étranger. Il y a du temps. Vous avez du temps de vous construire. Voilà. Par contre, dès que vous êtes en activité, là, on remet toutes les composantes pour s'aider. Donc, les temps de blessure peuvent aussi nous aider tout d'un coup à trouver un moment de motivation et à comprendre qu'on doit mettre tout un rituel de travail au quotidien pour attraper, enfin pas pour attraper, mais en tout cas pour éviter de nouveau d'être blessé et avancer sur une chronologie plus intéressante. Tu parlais de la blessure et avec différents joueurs avec lesquels j'ai pu bosser avec toi, il y a vraiment aussi la dynamique que lorsque l'athlète se blesse, au début, il voit tous les inconvénients de la blessure. Il a l'impression qu'il ne va plus pouvoir progresser, il a l'impression qu'il perd du temps. Et au final de la blessure, sur tout le protocole de guérison, il commence à comprendre que très souvent, je ne pensais pas être capable d'arriver là, à ce niveau de résilience. Je ne pensais pas être capable d'accepter tout ça. Et c'est intéressant de voir que, tu parlais de temporalité tout à l'heure, c'est cette temporalité lors de la blessure qui lui permet d'avoir la carrière qu'il veut ensuite. Le plus dur quand la blessure arrive, c'est l'acceptation de la blessure et du délai. Voilà, là, on a eu, je vais prendre comme exemple Januel. Il a d'abord été blessé à la cheville et cette saison, et le club l'a fait travailler pour revenir un peu plus vite. Parce qu'il y avait un enchaînement de matchs et éventuellement, il pouvait jouer. Mais ils ne lui ont pas dit comme ça. Ils lui ont dit, on va avoir besoin de toi. Moi, je lui ai dit,
pas forcément avoir besoin de toi. Mais le fait de vouloir revenir très vite, je suis très jeune, je vais revenir. Donc il s'est blessé, il a raccourci le temps. Il est revenu et ban. Fin de saison, reprise, et là il se fait les croisés. Ouais. Mais là tout d'un coup, le jour où il y a les croisés, la blessure d'avant a fait dire non, cette fois-ci, certains physios, il y a eu quelques débats, on raccourcit pas le temps. Non. Maintenant je prends mon temps de la cicatrisation, j'ai plus peur, je sais que je vais revenir, fort, j'ai eu une première expérience et je sais que je vais suivre tous les protocoles, je vais éviter des complications. Et au moins, quand je vais revenir, j'ai plus de doute sur mon corps. Voilà. Et en fait, c'est ça qui est important à leur apprendre. Donc souvent, la première blessure est dure à gérer. Mais si psychologiquement et mentalement, on gère bien la première blessure avec le joueur, on a déjà fait le chemin. Après, on reproduit. Et c'est pour ça que nous, depuis le départ, on aime aller prendre les joueurs jeunes. Parce que c'est le moment éducatif le plus intéressant pour le joueur et la famille. Il ne faut pas oublier que tout l'environnement, il est un stress très important. Et on doit prendre du temps pour éduquer tout le monde à tout ce qui va se passer. Et donc quand on crée un exemple, la fois d'après, si on l'a bien compris, la fois d'après on est plus calme, on le prend posément et on avance. Il y a toujours une phase de déception qu'il faudra faire parce que la blessure, c'est jamais au bon moment. Mais on doit vivre avec. C'est inévitable. Top. Et une dernière question que je voulais te poser sur toi en tant qu'entrepreneur. Comment est-ce que tu cultives on dit souvent que l'entrepreneur, c'est une personne qui aime aller vers la résilience, mieux se comprendre, mieux apprendre. Un peu comme un athlète de niveau, mais un entrepreneur de niveau, c'est de la même chose. Comment est-ce que toi, tu l'as cultivé tout au long de ta carrière, cette différence de rebondir en permanence? Un peu comme un athlète, lorsqu'il se blesse, il rebondit. Chez l'entrepreneur, donc chez toi, comment tu l'as cultivé ça? En fait, depuis le départ, mais je pense que c'est une nature humaine que j'avais dans mon éducation et que j'ai développée, c'est que j'estime que j'ai une haute responsabilité sur tout ce qui peut arriver aux joueurs. Tout. Voilà, j'estime que même si elle est très indirecte, je suis responsable et je dois prévenir tout. Donc je dois penser sur tout, essayer d'amener. Et quand quelque chose arrive, quelque part, je me dis j'ai toujours une part de responsabilité. Et donc en ayant fait ça depuis 1997, aujourd'hui, naturellement, alors certains de mes associés jeunes ne peuvent pas écrire des process pour qu'on sache comment tu penses, pour qu'on puisse utiliser tout ça en fait. Et je leur dis, c'est dur, parce que chaque homme va être différent, chaque analyse va être différente, donc on échange, on partage et prenez en moi ce que vous avez envie. Mais parce que moi j'ai pris en écoutant les autres, en écoutant beaucoup de personnes. Je répète souvent, un jour c'est Thierry Platini commente à la télé. C'est un match, il joue à Arsenal contre la Juve. Thierry Henry part en profondeur et frappe angle des 18 du pied gauche, petit filet. Et le commentateur dit « Oh, quel mauvais défenseur !» Et Platini, non, le défenseur a été très bon. Il a empêché Henry de revenir sur son pied droit. Il ne s'est pas fait prendre de vitesse. Il le ferme dans un angle fermé. Et là, l'autre, il frappe de son mauvais pied et il marque. Face au meilleur gardien à l'époque du monde. Donc là, on dit bravo à l'athlète. Et là, donc, c'est ce que j'ai en moi, c'est toujours chercher la brin de responsabilité et toujours expliquer aux joueurs, l'aider à anticiper en tant qu'entrepreneur pour que lui-même pense de la même manière et aille chercher le moindre détail supplémentaire à tout moment. Mais parce que à la base, je m'inflige ça. Ouais. Voilà, parce que t'aimes par nature. Oui, j'aime par nature parce que j'estime que j'ai une chance énorme. Alors, j'ai pas pu être sportif de haut niveau, j'en ai rêvé comme tout le monde, mais j'ai la chance énorme de pouvoir côtoyer plein de jeunes joueurs, plein de familles et des joueurs de très haut niveau. Voilà, donc, et le très très haut niveau nécessite ça. Celui qui, à un moment donné, veut rester un bon joueur de Ligue 1, on peut discuter, on peut travailler, mais mentalement, il ne veut pas aller jusqu'au bout. Donc là, tu es un peu plus relâché, et c'est un choix. C'est très respectable de sa part, il n'a pas envie. Ceux qui veulent, dans l'accompagnement, tu dois aller. Et donc, ta manière de penser, et eux savent qu'à un moment donné, chaque geste, tu vas leur dire. Tu vas leur dire, non, mais là, il y avait ça. Ouais, c'est vrai, il y avait ça, mais si on pense à ce moment-là un peu différemment, si on se dit qu'on pourrait… Si tu allais regarder différemment. Voilà. Et une situation, c'est toujours 360, et dans un sens, dans l'autre, plusieurs fois.
Et après, c'est des débats. Mais pour les amener à cette réflexion de chercher toujours l'excellence, pour se dire, j'ai toujours une part pour faire changer les choses. Voilà. Sans se dire, je suis le roi du monde et je vais faire changer tout le monde. Parce que j'ai pu le penser à un moment donné. Après, on se rend compte que non, il faut un peu évoluer. J'ai toujours une part et cette part me pousse à une analyse en permanence beaucoup plus poussée que ça pourrait être. Et c'est donc pas qu'un contrat, pas qu'une situation, c'est toute une globalité. Ok. Donc si on résume tout ce qu'on vient de se dire, je retiens forcément toute cette notion autour de l'athlète, de la responsabilisation, d'être responsable à 100%, et potentiellement d'aller chercher une réduction de ce temps de gestion de tout l'inconfort. Exactement. Et on a parlé en dehors, mais en fait ce temps est très important parce que aussi quand on est en match, en compétition, je rate une passe, j'en rate 2, je rate un but. Combien de temps je mets à me remettre? Ça. Combien de temps? Il me faut le match ou il me faut 10 minutes. Et là, un jour, un des exemples, c'est Christophe Mélin, surnommé Poussin, Poussin Mélin, qui joue à Nice. Il est à Nice, il va jouer à Rennes, il est remplaçant, il rentre à 3 minutes de la fin ou à un quart d'heure de la fin, je ne sais plus, cage ouverte, et il met au-dessus. Et là, moi, je suis catastrophé pour lui. Et c'est lui qui m'a rassuré. C'est pour ça que j'arrive à une certaine maturité, parce que beaucoup m'ont aidé aussi. Il me dit, mais Mika, c'est pas grave. Pardon, explique-moi. Mais parce qu'il était vraiment très naturel, c'était pas une posture. Il dit, Mika, des actions comme ça, tous les grands attaquants les ont ratées. Pour moi, le plus important, c'est là que je me crée des actions. Si je m'en crée, je sais qu'avec mon habileté, j'en marque 2 sur 3. Donc, je serai toujours bon. Je suis inquiet quand je ne me crée pas d'action. Donc là, effectivement, j'ai raté l'immanquable. Ça arrive à tout le monde. Le prochain match, j'ai pas de stress. Ça va aller. Et il me dit, si le match avait continué, je n'étais pas inquiet. L'action d'après, je savais que j'avais 3 chances sur 4 de la mettre au fond, donc j'étais tranquille. Et c'est cette notion-là, parce que sur le terrain même, tu as besoin de... Et c'est celui, le grand champion, il réduit. Ils arrivent à le réduire de plus en plus. Il réduire, il y a beaucoup de vidéos qui passent sur le tennis où ils te disent, Federer te dit, il n'y a rien de plus important qu'un point. Mais bon, surtout le point d'après. C'est celui qui est joué. C'est fini. C'est fini, on ne peut plus rien faire. Et c'est bien, alors, de temps en temps, les réseaux ont du bon. C'est comme ça, en 45 secondes, on voit des grands athlètes dire quelque chose. Mais en fait, c'est ça. Cette réduction de l'inconfort, du sentiment négatif, de celui qui te mine, mais pour le sportif que pour monsieur tout le monde. Au plus tu le réduis, au plus ta journée, ta vie, elle est moins difficile à vivre. Au plus tu peux continuer à avancer, progresser et viser long terme. Un peu comme l'exemple du joueur que tu disais, c'est que lui, il avait très vite capté, quand il loupe son action, que sur le long terme, il est prêt. Parce qu'il sait qu'il va gagner et perdre, mais sur le long terme, il sait que ça passe. Exactement. Et donc, si on évite de faire des seuils comme ça émotionnels, et donc la carrière, on va monter un palier, on va continuer, on va remonter un palier. Et on ne redescend pas. C'est ça. La moindre difficulté ne nous fait pas chuter, parce que le plus difficile, c'est de chuter bas et de remonter. Et donc stabiliser à chaque fois les paliers que l'on a. Top. Un grand merci, Mika. Avec grand plaisir. À bientôt. À bientôt.